Bonjour à tous, troisième partie du podcast avec Axel ici présent. On a fait la deuxième partie sur la nutrition. Maintenant, on va donner une partie un peu plus avancée sur la nutrition, à savoir la nutrition dans les phases de compétition de bodybuilding. Vous avez vu, on est même dans un cadre différent avec des bouquins. Voilà, on fait nos petites pubs sur ce que nous on aime, sur le bodybuilding que l'on aime. Donc l'alimentation de compétition, je pense que c'était vraiment intéressant parce que au même titre que l'alimentation du fitness d'une manière un peu plus globale, il y a beaucoup de, alors je vais pas dire de diktats, mais presque en tout cas de grandes notions un peu perdues au niveau de la compétition, sur de la manière d'être, sur les façons d'être extrêmement strictes, de compter la calorie près au possible, la sèche poussée à l'extrême avec des bases caloriques très très basses. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu dessus, voir quels étaient ton avis là-dessus à toi Axel, parce que en effet tu as quand même un palmarès de compétition, donc je voulais savoir quelle avait été ton approche au niveau de l'alimentation, pour ceux qui n'ont déjà pas forcément compris ou qui ne connaissent pas l'approche de Herzoviak par rapport à son alimentation. Revenez sur le podcast précédent, on vous mettra le lien sur la vidéo ou sinon juste en dessous dans la description. Et la petite dernière chose, abonnez-vous, mettez-nous un like, commentez, voilà, pour qu'on puisse continuer à avoir un petit peu plus d'audience en effet. Axel, la parole est à toi. Explique-nous pour tes premières compétitions et sur ton avancée par rapport à ta vision de la compétition, quelle a été ton approche alimentaire un peu globale? Est-ce que tu as fait une restriction calorique calculée? Est-ce que tu as fait au ressenti? Comment tu as géré ça? Du coup, moi, ça a été calculé en fait. Les premières compétitions que j'ai faites, c'était la même diète dont on a parlé dans l'épisode précédent, du coup. Ok, C'est juste d'accord. que je baissais les quantités, donc surtout les glucides, pas tellement les lipides et la protéine. Limite, des fois, je l'augmentais un tout petit peu, Ouais. peut-être un 100 grammes de viande par-ci par-là en plus. Et parce que je me sentais au niveau du ressenti, ça m'aidait à mieux tenir au niveau de la faim et au niveau de l'énergie. Et puis même, je me sentais un peu plus. J'ai un peu plus de peps en fait. Donc il y avait vraiment rien de spécial, c'était la diète normale et je baissais les calories. Et puis moi, quand je me prépare en compétition, en fait, ce que je fais, c'est que c'est au niveau de l'entraînement en fait que je fais beaucoup plus. J'augmente tous les exercices de une ou deux séries, je mets des techniques d'intensification partout. Ok. C'est pour ça d'ailleurs que pour les shoots photos et pour les compétitions, je peux être prêt en très peu de temps au final. Parce que par exemple, pour la dernière compétition que j'ai pu gagner, la demi-finale nord de la FBBN, je me suis préparé en 6 semaines en fait. Ouais, donc c'est quand même relativement rapide, sachant que c'est plus en général 3 mois Oui, c'est du minimum. 3 Donc mois, c'est 3 plus 4 mois, ouais. au moins 12 C'est semaines de ça. préparation. Alors que Ouais. moi, en 6 semaines, j'étais prêt. Et en 6 semaines, j'ai perdu 5 kilos. La majorité étant que de la flotte et du gras. Ouais, non, j'étais prêt. Bah, et d'ailleurs, on pourra leur mettre un petit Ouais. avant-après. Ouais, la petite Bon, photo un peu à la Steve Reeves comme ça, comme le bouquin, t'en as une comme ça, on va la mettre juste à vous. Mais Voir, c'est très, après, très par joli. contre, la luminosité n'est pas du tout la même chose. Et puis, avant la compète, j'étais poilu. Je me suis rasé au dernier moment. Enfin, voilà. Mais oui, je peux aller très très vite parce qu'au final, c'est au niveau de l'entraînement surtout que j'augmente en fait ma dépense. Parce que j'estime qu'avec ma diète, avec la qualité nutritionnelle qu'il y a, je pense que si tu retires des aliments qui ont une vraie valeur au niveau micronutrition, tu perds en fait, tu te mets en carence tout seul en fait. Oui, ouais, Donc bien sûr. même si c'est pas pour longtemps, c'est 2-3 mois, j'estime que être en carence c'est quand même un truc qui est vachement facile aujourd'hui vu la densité nutritionnelle des aliments qui sont quand même vachement transformés et qui ont été Bien sûr. cultivés avec des sols qui sont pas forcément aussi riches qu'avant. Donc j'estime qu'au niveau de la diète ça doit à peine bouger. Si vraiment je retire des calories dans la diète, c'est que je suis obligé. Je préfère me lever plus tôt et faire 30 minutes de cardio ou faire 500 abdos tous les matins pour faire mine de petit cardio que baisser vraiment beaucoup la diète. Ok, donc ouais, t'es plutôt pour augmenter la dépense calorique globale plutôt que de diminuer ton apport calorique. Donc tu disais que tu avais un petit peu régulé sur tes glucides. Est-ce que est-ce qu'il y avait des repas où tu les avais coupés ou t'en avais toujours à chaque repas? Comment ça se passait? Alors les glucides, moi de manière générale dans ma diète, j'en mets pas le matin parce que je jeûne, mais même Ouais. de base, depuis l'année 2016 où j'ai eu un breakdown complet au niveau de la santé, je remets pas de glucides le matin, même si je mange le matin. Ou alors ça va être parce que je suis avec la copine et parce qu'elle mange des tartines, il y a du pain, enfin là ok, j'en prends Oui, un peu, dans un mais ça va pas être chargé. un petit Voilà. titre exceptionnel. Un petit C'est peu. ça. Ok, d'accord. Moi, ça va être le midi. Le midi, je vais en manger quand même pas mal parce que du coup, en ce moment, je m'entraîne beaucoup dans l'après-midi ou en début de soirée. Donc, ça a le temps d'être digéré, d'être disponible. Et comme c'est mélangé avec tellement de graisse et de fibres, l'insuline ne monte pas. C'est très constant. Et puis c'est un moyen très simple pour moi, du coup, d'augmenter les calories parce que le soir, quand je rentre de la salle, j'ai pas forcément faim après ma grosse Ouais, omelette, bien sûr. du coup. Et le reste des glucides, c'est avant la séance de sport, c'est avec des fruits. Fruits secs, fruits de saison. Et pendant la séance de sport, je vais avoir du coup une bouteille. Et dans la bouteille, je vais mettre de la maltodextrine,
ou du miel. Et en ce moment, c'est plutôt du miel parce que la maltodextrine, le problème, c'est que sur les séances de 2h30, 3h, t'es bien, et puis d'un coup, ça rechute. Alors qu'avec le miel, comme il y a du fructose dedans, t'as peut-être pas autant d'énergie, t'as peut-être pas la sensation de forme Ouais, avec la mais la maltodextrine. libération est peut-être un peu plus longue en fait. Voilà, c'est ça. Et puis ça m'évite de faire une petite hypoglycémie réactive sur le chemin du retour. Parce que du coup, la salle, tu m'as vu, je vais à pied et je retourne à pied. Et Ouais, enfin pour les gens qui connaissent pas, tu mets combien de temps pour y aller à pied à peu près? 20-25. Voilà, 20-25 minutes, donc aller-retour ça te fait presque ouais, une petite cinquantaine de minutes, une petite heure quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Une petite heure si tu prends un Et, peu ton temps. et quand je prenais la maltodextrine, c'était très fréquent que, après ma grosse séance du mercredi, c'était à l'époque, c'était au moment où je faisais beaucoup de. C'était le jour en fait du full body où les jambes, je les matraquais à fond. Et bah à chaque fois, ça ratait pas. Sur le chemin du retour, aux environs à 5-8 minutes de chez moi, d'un coup, les côtés, je voyais un peu trouble, j'avais les mains froides, j'avais des petites sueurs froides, je me sentais pas bien, je me sentais essoufflé. Et en fait, je faisais une petite hypoglycémie parce que du coup, la maltodextrine, elle était complètement out. Ouais, Et du coup, au niveau d'énergie, il redescendait à fond. Donc, c'était pas forcément dangereux, ça allait. Je rentrais, je me posais un peu, je mangeais et ça passait. d'accord. Mais c'est chiant, c'est toujours très chiant. Et puis, je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut recommander, surtout si c'est hebdomadaire. C'est pas une fois de temps en temps, c'était hebdomadaire. Donc, ouais, le passage au miel, ça m'a permis d'éviter cet état-là parce que du coup, le fructose, ça te fait tenir plus longtemps. Et j'en mets, pour les quantités, je mets 2 grosses cuillères à café, donc on est à 50-60 grammes, quoi. Ouais, d'accord quand même. Ouais, ouais, tu charges bien, mais en même temps, bon, si tu dis que tu as un gros pic d'entraînement qui est relativement long, bon, mais ton corps semble l'utiliser. Après, ça c'est intéressant parce que du coup, est-ce que sur ces phases de définition, là, qui a duré 8 semaines, si j'ai bien suivi, 6. ah oui, 6 pardon, et j'étais presque un mois de trop, 2 semaines de trop. Est-ce que tu as eu des diminutions au niveau de ta performance, de ton ressenti? Comment ça s'est passé? Si tu as eu un crash un peu genre Non, il n'y a, sur entraînement ou pas spécialement? non, y a pas eu de crash, c'était juste vraiment, de mémoire, c'était les 3 dernières semaines qui étaient dures, et c'était surtout les 2 dernières. En fait, c'est la deuxième semaine avant la compétition la plus dure, la semaine avant la compète, ça allait. Et au niveau des performances, c'est surtout des pertes de jus, c'est-à-dire que j'aime pas m'entraîner en série longue, j'aime pas les séries de 10, 12, 15, tout ça, sauf sur certains muscles évidemment. Moi je préfère les séries de 5 à 8 ou 8, 10. Et bah avec la sèche, ce qui se passait, c'est qu'une série de 8, c'était presque pas possible, Ouais, avec des bonnes charges en tout oui, cas. oui, bien sûr. Donc moi je préférais baisser les répétitions et augmenter le nombre de séries, plutôt par exemple de faire 5 x 8, et bah, je préférais faire je sais pas, 8 fois 5 par Ouais, exemple, d'accord. avec un temps de repos court, que baisser le poids pour continuer à faire mes 8 directs, quoi. Parce que Ok. j'estime que quand tu es naturel, en tout cas, c'est parce que tu es fort et que tu bouges des grosses charges que tu es musclé. Donc si tu es en sèche et que tu baisses tes charges, ça doit vraiment être parce que tu peux vraiment plus en fait. Donc j'ai dû baisser mes charges sur peut-être 3-4 exercices, et c'est à chaque fois les exercices à la con, style les pecs les pecs ou les trucs un peu développés épaules, parce que bah, du coup t'as moins de. C'est développé, donc dès que tu perds du poids, t'as de moins bon levier, et si t'as moins d'énergie, c'est les exercices qui prennent en premier parce que c'est ceux qui demandent le plus de stabilité et de jus au final. Là où en soulevé de terre et un squat, les jambes, tu perds peut-être un peu de viande entre le genou et le mollet par exemple, donc quand t'es en bas du squat, t'es peut-être moins gainé, t'as peut-être un plus petit ventre, donc c'est moins stable aussi, mais tu peux t'en accommoder en fait. Ouais, Donc, ouais, donc donc tu as voilà. quand même réussi à conserver des charges et puis tu as préféré garder la même charge globale de travail, mais plutôt en switchant, en diminuant un petit peu tes répétitions, histoire de garder l'intensité, en augmentant peut-être le nombre de séries pour le C'est coup. ça, ouais. J'ai toujours préféré les schémas style 10 séries de 3, les 10x10, les 10x5, les trucs comme ça, ou les 8x3, les 8x2 quand c'est du travail de force, que les classiques 5x3, 4x4, 3x8, trucs comme ça. Ça, j'aime pas forcément beaucoup. D'accord. Je réponds mieux, je trouve, à un gros nombre de séries, avec peut-être moins de répétitions. Et pour manager ça, pour éviter à chaque fois de prendre trop lourd et de te retrouver avec des poids juste pas possible, et puis des séances qui durent vraiment des séances vraiment interminables, tu diminues le temps de repos en fait. Ouais. Ou alors tu supersètes. Donc par exemple, tu fais ton soulevé de terre, t'enchaînes avec une série de mollets. Dès que t'as fini ta série de mollets qui était légère, en série de 15, 20, 25, tu repasses sur ton soulevé de terre. La série de mollets, elle a duré 2 minutes max. Donc tu peux enchaîner comme ça en Oui, fait. oui, t'enchaînes et puis ça te fait un peu de récupération. En même temps, tu sollicites plusieurs groupes en même temps, donc c'est pas plus bête, tu gagnes du temps pour ton entraînement. C'est ça. Ouais, parce que après, justement, t'as pas ressenti le fait de perdre un peu en poids et tout, d'avoir besoin de plus de récupération pour conserver les charges, juste en diminuant les répétitions, ça allait. Ou ça Euh, dépendait peut-être des groupes musculaires aussi, Après, quoi. c'est une sèche, donc tu connais, au niveau du sommeil, t'es plus fatigué, t'as peut-être moins de jus durant la journée, et, euh, et à l'entraînement, t'es peut-être un peu moins motivé, ou en tout cas, s'il y a des trucs que tu te dis, mais merde, ça je le fais facilement en fait, et là je suis pas bien. Donc
par exemple, les haltères, tout ce qui était développé haltère, incliné et autres, je mettais 46. Bon, pas pendant ma sèche, je suis descendu à 44 dès le départ parce que je savais que les 46 allaient me tuer. Et c'est peut-être en fin de sèche où il y avait peut-être une ou deux séries, je devais descendre à 42. Ouais, d'accord. Donc, C'est déjà pas mal du tout, accessoirement. donc voilà, ouais, c'est le seul exemple que j'ai vraiment qu'au niveau de la fatigue, vraiment, j'étais obligé, mais non, après non, c'est juste, par contre, dans ce genre de phase-là, faut pas faire l'abruti avec le sommeil. Et Bien puis, sûr. Et puis tout ce qui gravite autour de la récupération de toute voilà, façon exactement. et la Et gestion tu du fais tes stress. étirements, si t'as la petite femme ou si t'as un billet pour te payer un massage, tu le fais. Et voilà. Et puis de toute façon, je me disais, voilà, c'était que pour 6 semaines. Oui, voilà, après, vu que tu as décidé de faire ça sur une période relativement courte, en plus, toi, tu as une base où tu es quand même. Tu t'es même pas au-dessus des 10% à l'année, je pense. J'étais peut-être à 10-12 à ce moment-là, Ouais, mais c'est même pas sûr encore parce que c'était un moment où je me faisais plaisir sur la bouffe, donc il y avait de la malbouffe, donc ça se trouve c'est de la rétention d'eau en fait. d'accord. Oui, donc tu as une base qui est quand même assez sèche, donc ça t'a permis de sécher plus rapidement. Je pense que c'est un des gros points forts et intérêts de conserver une qualité musculaire assez propre tout au long de l'année. C'est aussi que lors d'une phase de définition, il n'y a pas des kilos et des kilos et des kilos à perdre. Voilà, là, tu es resté sur un peu, même pas, si tu me dis 5 kilos en 6 semaines, ça fait même pas 1 kilo par semaine. Au final, ça semble cohérent, c'est pas complètement idiot, tu vois. Bon, en plus, tu as sûrement perdu beaucoup les premières semaines parce que bah, tu as mis un petit coup de collier, tu as commencé à bien contrôler l'alimentation. Donc là, il y a toujours un choc. Mm. Puis sur les dernières semaines, c'est de la finition, du peaufinage. Un point intéressant, c'est de savoir comment tu as géré justement ton pré-compétition la semaine d'avant. Est-ce que tu as fait un système de recharge où tu as remonté tes calories? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Est-ce que tu te souviens? Alors déjà tout ce qui est régime cétogène et tout, juste avant pour faire une recharge, je n'aime pas. J'ai fait une seule fois, plus jamais. Ok, Et- tu veux dire de faire une décharge, ce qu'on appelle la décharge. Non, la décharge, je la fais, mais je baisse juste les calories. Mais par contre, la décharge, je retire tous les glucides et que Ouais. je le réintroduis progressivement. Et il y a eu peut-être une semaine ou un peu moins, 4 jours, où tu es vraiment en cétogène, que tu n'as pas de glucides ou Hmm. à peine. Non, ça, je l'ai fait une fois, plus jamais. Ok. Je réponds très mal, il n'y a pas assez de calories, il n'y a pas, Bah, surtout il y a vu pas assez de ton jus. type Enfin, d'entraînement, quoi. non, même avant, quand je faisais 6 fois par semaine Ouais, du split. un double push-pull leg ou un truc épaule-bras, pec-dos, jambes, épaule-bras, pec-dos, jambes, les séances, a duré 1 heure et demie, bah même là, Ouais. non, j'étais pas bien. Donc, ce que je fais, c'est que je baisse progressivement les calories. Euh, j'ai pas de chiffre clé comme ça, mais il doit y avoir 600 kilocalories qui sautent, Ouais. à peu près, et que du glucide. Donc, j'ai toujours des glucides, mais il y en a beaucoup moins. Euh, Je bois moins aussi. Non, je bois plus au début. Je bois plus et je me force à boire. Comme ça, je fais monter l'aldostérone, donc je pisse tout le temps. Et après, au fur et à mesure de la semaine avant la compétition, Tu réduis un peu l'eau. je réduis l'eau et Ouais. je recommence à augmenter légèrement les glucides, mais à peine. Et en fait, c'est surtout les 2 jours avant, voire même le jour avant, parce que je réagis quand même vachement vite au rebond, que là, vraiment, je blinde, j'envoie le sel, Bah là, la dernière compétition, j'avais mangé 1,5 kg de pommes de terre. Ok. Les petits cubes. Et, Ouais. ça avait glissé tout seul. Je digérais ça facilement et tout. J'avais saupoudré de sel d'Himalaya pour éviter d'avoir que du sodium et d'autres minéraux. Donc ça m'avait rechargé. Et puis je me souviens que la veille, effectivement, mes cuisses, c'est l'endroit où j'ai le plus de mal au niveau de la sèche, autant au niveau du gras que de la rétention d'eau. J'avais des veines, Ouais. c'était tout partout. Dans le dos, j'avais des stries jusqu'en bas. Mes fesses, elles étaient striées. Les fesses, je strie vachement vite du haut, mais là, tout était bien. Et c'est le jour même, je me suis foiré, j'ai voulu boire un café pour avoir du jus, ça m'a revolé direct les cuisses. Ouais. Bah, parce que le café, en plus, c'est un peu vasorestricteur. Oui, c'est ça, c'est Vasoconstricteur, je crois. constricteur, ouais. Ouais. Oui, ça te. Donc, du coup, ça, même au niveau de l'afflux sanguin et tout, Ouais. ça limite un peu. C'est ça, ouais. C'est la seule erreur veine que moins j'ai apparente. faite, et c'est pour ça que sur les photos, d'ailleurs, tu le vois, t'as l'impression que mes cuisses, tu vois que c'est sèche, mais elles sont voilées. Et j'aurais pas fait ça, j'aurais eu des veines qui partent de la hanche jusqu'au genou, et ça aurait été vachement mieux. D'accord. Donc Bon, à voilà. savoir pour la prochaine fois. Mais du coup, ouais, en effet, jour même, t'as pas bu du tout. Non. Si ce n'est ton café, pour le coup, Non, non, tu penses que c'était une erreur. Ouais, non, c'était une erreur. Je me suis réveillé, j'étais bien, j'ai bu le café, je me suis vu dans le train et j'avais des veines partout sur les avant-bras, elles ont toutes progressivement disparu. Donc D'accord. non, c'était le café en trop. Et puis au niveau des calories, enfin au niveau de la flotte, pardon, j'aurais bu beaucoup, c'était la veille. La veille, mais le matin. C'était ça que j'avais fait. Ouais, donc, moi, je sais que je fais ça, c'est qu'en général, à partir de milieu d'après-midi, fin d'après-midi, je commence à vraiment réduire l'hydratation et jusqu'au lendemain, où le lendemain, je vais juste boire un micro peu. Bah, normalement, je prends un petit café ou quoi en même temps que mon petit-déj pour que ça coule un peu.
Mais après, sans ça, je reste très bas sur l'hydratation. Et par contre, j'avais essayé de faire plusieurs jours comme ça, 2-3 jours. Et après, là, ça devenait contre-productif parce que de toute façon, la contrebalance hormonale, comme tu disais, avec l'aldostérone et tout, Oui, à un moment, ça se elle régule et foire. puis Donc ouais, après, ça te fait faire de la rétention d'eau plus qu'autre chose en fait. c'est ça. Donc il y a trouvé le juste équilibre là-dessus. Ok. Et du coup, après, ton post-compétition, comment ça s'est passé Un peu de shit. Ah, j'ai bouffé comme un porc. Ouais. J'ai envoyé. Qu'est-ce que j'ai envoyé? C'était pas des sucreries, parce que je savais que les sucreries ça allait me faire mal au ventre. Je crois que je me suis fait un tacos 3 viandes. 2 tacos 3 viandes avec des pizzas, voilà, c'est ça que j'ai fait. Ah ouais, t'es allé en mode shit quoi. Oui, et puis après pendant une semaine, la diète j'étais tranquille, l'entraînement j'y suis retourné le lundi. C'était une erreur parce que j'étais pas bien. Mais oui, l'entraînement après j'ai été doucement pendant 2 semaines. Je venais, mais je faisais peut-être 80% de mes charges normales de travail. Ouais, bah oui, bien Je sûr. forçais pas même rep, même série que d'habitude, donc c'est-à-dire Ouais. que même aucune série n'était à l'échec, il n'y avait aucun truc qui Une sorte de mettait en difficulté. récupération active quoi. Ouais, voilà. Puis maintenant que j'y repense, enfin, j'ai fait ça à chaque fois, à chaque compétition, peu importe le résultat. Et je pense que c'est une erreur, je pense qu'après la compète, il vaut mieux se laisser presque une demi-semaine de repos et revenir vraiment tout doucement à l'entraînement. Parce que si tu as vraiment bien fait ta sèche, si tu t'es vraiment bien entraîné de manière intense avant la compétition, tu as besoin de repos en fait. Ah non, carrément. Ouais. Si t'as pas besoin de repos, c'est qu'il y a un truc que tu l'as pas fait correctement jusqu'au bout. Ou alors que la condition que tu as amenée à la compétition, t'étais très 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 loin de ce que tu pouvais amener en fait. Ouais, bien sûr, parce que si tu vas chercher une certaine limite, ouais, je suis d'accord avec Axel sur le fait qu'on a besoin de prendre un peu de repos derrière. Pourquoi? Parce que déjà, la contrebalance hormonale de remanger fait que le stress, l'adrénaline, tout ce qui nous fait tenir sur Oui. la fin, ça redescend. Parce que là, et on prend le contre-coup de tout ce qu'on a fait accumuler au corps, pas de la manière la plus malsaine qui soit normalement, mais quand même, il faut savoir que c'est un certain stress physique et psychologique. Faut pas l'oublier. Ouais. Voilà, donc il faut pas hésiter à laisser, je pense, en effet, même à aller chercher peut-être même une semaine entière de repos, c'est pas déconnant, pour ensuite revenir doucement et reprendre ses sensations, retrouver aussi plaisir, parce que une des choses difficiles, je sais pas si toi tu l'as vécu, c'est assez intéressant, on dérive un peu de la nutrition, mais je pense que c'est bien d'en parler, c'est le fait de perdre l'objectif court-termiste. Et du coup, de plus trop savoir où se situer dans ce moment qui est en plus particulièrement difficile psychologiquement et physiquement de base. Et en plus, on perd ce driver qui nous disait, là j'ai la compétition, on a l'arme, on a l'œil du tigre. Et là, tout se dissipe, même qu'on gagne ou qu'on perde, peu importe, parce que justement, cet objectif-là qui était dans une semaine, dans 3 semaines, hop, il n'y est plus. Du coup, retrouver un petit peu sa balance et savoir quelle direction prendre, c'est pas facile pour tout le monde et ça peut être des phases difficiles à vivre. Est-ce que toi, t'as eu ce genre de choses ou pas spécialement? Où tu as eu le driver de... Un peu, mais après à chaque fois je me dis voilà. Alors ce qui s'est passé c'est que pour cette dernière compétition, je prends l'exemple parce que du coup c'est le plus récent. Un mois après à peu près il y avait YouTube Classique. Ouais, donc du coup tu avais déjà un autre objectif. Voilà, derrière. et puis derrière j'avais été approché par le président de la FBBN qui me disait voilà t'as un super niveau. Moi ce que je te propose c'est pas forcément de venir à la finale France, c'est de directement partir au championnat d'Europe ICN. Donc le truc européen naturel, les gars ils sont testés et tout ça. Et d'arriver à Rimini, je sais plus c'était quand, je sais plus si c'était fin mai ou mi-juin. Mais voilà, je pouvais potentiellement repartir pour 4-5 semaines de diète bien comme il faut pour une autre compétition. Et puis au final, j'ai vu les coups, ça m'a... Ça t'a pas forcément... Ouais, voilà, puis même après au niveau de la vie personnelle, j'avais d'autres choses. Et puis j'étais plus vraiment dans le axé là-dedans. Donc je m'étais dit, voilà, YouTube Classique, j'ai dit que je le faisais, je le ferais. Et je l'ai fait. Ça a payé, hein, t'as gagné. Oui, en plus, voilà, du coup, j'ai gagné. On vous mettra la vidéo, hein, c'est qu'elle est sympa celle-là. Ouais, mais... En plus, je suis dedans aussi. Oui, il est dedans, oui. Donc, non, mais ouais, non, après, c'était... Quand le YouTube Classique a été fini, je me suis juste dit, voilà, là, c'est l'été, je sais que je vais faire peut-être un ou deux shoots photo. Donc, faut pas que je reste trop... ouais, faut pas que je me ramollisse trop. Shape, quoi, ouais. Mais en même temps, c'est l'été, et en été, à chaque fois, je perds toujours 1 kilo de flotte, et je suis toujours shredded, que je le veuille ou non. Si je prends du poids, j'arrive pas, j'ai pas d'appétit, j'ai juste soif. Ouais. Voilà, donc... ça peut se voir même sur les publications que j'ai mis sur Instagram. La condition que j'ai en été, c'était presque la condition que j'avais en compétition, mais c'était sans forcer quoi. Ouais. Ben, puis même au niveau des ajustements de l'alimentation qui se passent pendant l'été, on a plus envie de choses relativement fraîches, de salades, de fruits frais et tout. Ouais. Et automatiquement, en fait, le total calorique fait que si on écoute un peu nos envies, on n'est pas fait pour être en mode bulky de dingue. C'est ça. C'est que ça semble incohérent et c'est d'ailleurs pour ça que
tous les athlètes que vous voyez autour de nous, hein, c'était des compétitions qui avaient lieu en septembre-octobre. Après l'été, ils étaient bien bronzés naturellement et puis ils avaient séché naturellement de base. Plus ils faisaient attention, mais c'est vrai que maintenant qu'on voit des compétitions qui sont en février ou en novembre, décembre et tout, là j'ai fait la période, j'ai fait sur novembre, j'ai bien senti que mon corps n'était pas fait pour être shredded en novembre. Ouais. Tu vois, c'est gênant, t'as beaucoup plus froid que d'habitude, parce que bien entendu, au niveau de la gestion de la température du corps, c'est un peu plus compliqué par les mécanismes qui se passent quand on perd du gras. Et on sent bien que naturellement, en fait, on n'est pas dans un moment. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir reprendre du poids, de travailler sur des charges différentes. Je sentais bien que c'était pas le moment pour être shredded à 5-6%. Comme... Ouais, la plupart de mes compétitions aussi, c'était en octobre. Moi, c'était soit octobre, soit avril. Et bon, du coup, la dernière, c'était mai. C'est vrai que tu sens que c'est pas normal en fait. Ouais, quand t'arrives en octobre et tout, qu'il fait froid humide, t'es là à se dire, mais en fait, j'ai juste envie de mettre un gros pull et d'avoir la petite rétention d'eau, la petite couenne pour être bien quoi. Ouais, non, tout à fait. Donc, c'est aussi le fait que voilà, les compétitions se sont démultipliées avec des accès pour d'autres choses qui font que maintenant les compétitions sont un peu tout le temps, mais sur un climat, comment il s'appelle, le nôtre continental? Ouais, je crois, ouais. Je crois aussi, enfin bref, en tout cas européen, va-t-on dire, et français typiquement, surtout que nous on est Île-de-France, ça caille un peu. Naturellement, dès qu'il fait froid, en fait, on n'est pas sur des zones où ça devient, enfin, voilà, ça devient un peu plus complexe d'être dessiné, d'avoir des diètes qui sont pauvres en matière grasse et tout, parce que ouais, c'est assez commun, soit socialement ou même dans la culture, de manger un peu plus gras sur les zones d'hiver. Et je pense qu'il y a une raison, c'est parce que le fait d'être un peu plus gras, c'est protecteur pour le niveau virus et tout. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cette contrebalance qui n'est pas forcément naturelle, et dans le cadre de se dire de se lancer pour des compétitions, moi j'aurais tendance à, je sais pas ce que tu en penses, à conseiller aux gens d'aller plutôt sur des choses peut-être en mai justement, où les beaux jours commencent à arriver, et c'est pas trop déconnant de s'y mettre à partir de mars, avril, mai, d'avoir 3 mois. Mars en général c'est pas trop pourri, ou sinon si possible pendant l'été ou fin d'été, là c'est le top du top, début septembre, fin septembre, début octobre, il y en a pas mal à ce moment-là, et vous allez voir que naturellement, de toute façon, vous savez bien que l'été, c'est une phase où vous êtes un peu plus dessiné, vous êtes un peu plus souvent en manche courte, torse nu ou autre, donc vous vous rendez plus compte de l'évolution de la condition aussi. En plus, ouais. Et puis même c'est l'été, de toute façon, donc il y a plus de lumière, on a envie de sortir, on est plus, on est plus actif aussi. Ouais, alors que l'automne-hiver, t'as juste envie de rester chez toi en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Et puis peut-être aussi, qu'est-ce que j'allais dire, peut-être aussi au niveau des compétitions, si c'est votre première compétition, ne pas oublier en fait que ce que vous allez faire à votre corps, c'est pas normal du tout. C'est pas une question d'être sec. Quand on veut être en compétition, c'est pas être sec qu'il faut, c'est écorcher. Ouais, c'est déchiqueté. Ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes sec, il faut vous dire que vous avez encore, selon votre gabarit, entre 2 et 5 kilos encore à perdre. Et c'est les 2-5 kilos à perdre qu'il va falloir faire le cardio le matin à jeun, peut-être, tellement votre métabolisme ne veut pas, ou le cardio en fin de séance en fractionné 20 minutes sur le vélo à vous déglinguer les cuisses, ou à faire 10 séries de squats 2 fois par semaine, parce que sinon ça va pas sécher, quoi. Ouais. Donc faut pas oublier que derrière que les conditions des compétiteurs que vous voyez, c'est déshydraté, c'est écorché, c'est mal nourri, le sommeil il est sûrement pas bon non plus. Et puis sans compter les drogues et autres dans beaucoup de cas en plus. Oui, en plus, donc, ouais. Les gars qui se déshydratent avec des machins qui les font pisser toute la nuit, c'est vrai que ouais. Donc faut pas oublier que voilà, c'est pas normal et c'est pas tenable à long terme. Donc autant être sec de nature et rester plus ou moins sec comme moi, effectivement, de rester à 8-10% masse grasse toute l'année, c'est une chose, c'est la génétique, c'est le style de vie et autres, et puis même Jordan n'est pas forcément très gras non plus, mais être à 5-6%, non. Non, c'est à des moments bien précis. C'est quelques semaines, et puis voilà. De toute façon, on sent très très vite, ou même au niveau articulation, au niveau tout, qu'on n'est pas fait pour garder ça à longueur de temps. C'est ça. S'il n'y a pas une aide derrière pour les articulations ou autre, moi je le sens que... Enfin, pas en tout cas à faire de la musculation avec des charges lourdes. Ah bah ouais, encore moins. Si tu fais par de ta vie ou que tu restes allongé, 5-6%, ok, je dis pas, mais... ouais, certes, mais 5-6% en faisant rien, personne n'a d'intérêt à faire ça. Ouais. Donc, tiens, une notion intéressante, là, un peu plus gestion au niveau de ta compétition et de la fin de sèche, pour le coup, quel est ton avis sur l'intégration du cardio? Tu étais en train d'en parler. Est-ce que toi, tu as eu recours à beaucoup de cardio pour pouvoir atteindre ta définition optimale, ou pas spécialement avec ton rythme d'entraînement au final? Non, parce que moi, mes entraînements, du coup, en sèche... C'est du cardio. J'enchaîne tout et c'est pour moi. Ça. Et mes entraînements, comme je rajoute des séries, au final, ils sont un peu plus longs, donc des fois, je grâce sur du 4 heures. Ouais, d'accord. Donc 4 heures, 3 fois par semaine, t'es à 12 heures. Plus à ce moment-là, je m'entraînais, je reprenais la boxe avec des potes, un peu d'anglaise, et je faisais toujours mes abdos. Alors du coup, en sèche, j'en fais pas 300, j'en fais 500. Je fais un circuit qui dure 8 minutes et c'est 500 abdos. Et je faisais toujours mes sprints une fois par semaine. Donc c'est-à-dire que j'avais 12 heures de muscu fonte, j'avais 1 heure et demie de boxe,
un quart d'heure de sprint et si on compte aussi le travail du vacuum avec les abdos, j'en avais pour aussi un quart d'heure d'abdos. Donc tu mets ça bout à bout à presque 15 heures la semaine. Ouais. Je pense pas avec 15 heures la semaine, avec une bonne diète et un entraînement qui est intense, que tu as besoin de cardio. Mais admettons que les gens qui regardent ne puissent pas faire ça. Le cardio, il faut oublier que c'est un outil. Oui, voilà. C'est un outil pour brûler plus d'énergie. Si vous travaillez sur les chantiers, si vous marchez toute la journée, si vous êtes debout toute la journée, si vous descendez des escaliers toute la journée, vous avez déjà ce qu'on appelle du NEAT, c'est-à-dire le fait de bouger votre corps sans forcément faire l'exercice physique. C'est le simple fait de bouger pour votre quotidien qui va vous faire vous déplacer, qui va vous faire cramer de la calorie. Si vous êtes quelqu'un qui travaille à un bureau ou à domicile et qui ne bougeait pas trop, effectivement faire du cardio, juste sortir de chez vous, marcher pendant 1 heure, je ne sais pas si vous avez un chien ou autre, mais le promener pendant 1 heure, ça peut être un bon moyen de rajouter un truc qui ne va pas être très impactant au niveau de la récupération, mais qui va vous permettre de mobiliser un peu plus d'énergie. C'est toujours 200, 300, 400 kcal par-ci par-là que vous allez brûler, qui n'aura pas besoin de sécher en retirant de la nourriture. Oui, et puis en plus, qui ne sont pas censés sursolliciter de la masse musculaire ou des acides aminés ou autres, contrairement à quelque chose qui pourrait être un peu plus brut comme cardio dans une salle avec des machines, que ce soit du tapis de course en fractionné ou autre. Là, moi, je suis quand même persuadé que ce genre de choses sur une fin de définition, c'est pas le moment de faire ça parce qu'il y a trop de risques de cramer du muscle derrière et d'empiéter sur la récupération pour ces entraînements de jambes derrière, quoi. Alors moi, au niveau du fractionné, je pense différemment. En tout cas, le fractionné des sprints, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les sprints, il y a quand même une forte proportion au sprint à bien maintenir la masse musculaire, voire même à ancrer. Ah bah les sprinteurs ont des cuisses monstrueuses, mais après, est-ce que tu peux tenir ton entraînement de cuisses derrière, quoi? J'ai jamais eu de soucis avec ça. Ah ouais? Bon, en même temps, après moi les cuisses, tu me connais, j'ai bourriné pendant 2-3 ans, à grossir très facilement, j'ai pas besoin de taper 40 séries de cuisses, quoi, donc c'est peut-être ça aussi. Mais des gens que j'ai coachés, et puis même des précédentes compétitions que j'ai faites, même quand je tapais les cuisses avec de très, très gros niveaux, très gros volume en fait, et puis une bonne intensité, les sprints, ça a jamais impacté quoi que ce soit en fait, parce que en fait c'est une technique de course aussi, parce que ça s'apprend. Quand tu fais du sprint, tu essayes quand même d'utiliser un maximum les hanches, pas vraiment les cuisses à proprement parler. Donc si tu entraînes à fond les fesses et si tes lombaires fatiguent facilement, effectivement un sprint tu peux le sentir passer quand c'est bien fait. Mais t'es pas censé sentir tes genoux, t'es pas censé sentir tes quadriceps ou tes disques jambiers par exemple. En tout cas pas le bas de la jambe. Ouais, ok. Et puis il y a des techniques aussi, le simple fait par exemple de faire des sprints avec des bonnes chaussures sur un tapis, l'impact est beaucoup moins dur que si tu faisais ça sur du goudron. Et incliner un peu le banc et bien t'échauffer évidemment, ça permet de mettre l'impact au moment où ton pied tape le sol, on va dire sur le 2/3 ou la moitié de la cuisse et pas sur le bas comme quand tu courais à plat. Donc moi au niveau des sprints et au niveau de plusieurs études qui ont montré que ça maintenait quand même vachement bien la masse musculaire et ça stimulait aussi vachement bien les myonucléi des muscles, j'aime bien. Après si on parle de vélo ou de le truc là, l'elliptique, effectivement j'ai comme un doute. Il vaudrait mieux faire du cardio à très basse intensité pour une certaine durée, qui n'est pas du tout traumatisant pour le corps, et faire peut-être ça 1 ou 2 fois par semaine, et puis voilà. Mais à choisir, je préfère encore intensifier mes séances que rajouter du cardio. Ouais, bien sûr, parce qu'après, il y a aussi, c'est comme tout, il y a aussi quel temps tu as envie de consacrer à ça. Est-ce que tu as envie de, toi déjà, après 3 à 4 heures d'entraînement, aller rajouter du cardio alors que tu es à la limite de ton hypoglycémie, c'est pas le moment où ça va être le plus intéressant non plus. Et voilà, en plus toi tu marches déjà quasiment 1 heure, ne serait-ce que pour aller revenir, tu as un sac où il faut voir ce qu'il a dans son sac, il a sa chaîne de 5 kg, ses ceintures, ses bordels. Oui, c'est vrai que mon sac, tu vois, tu as un sac qui doit faire 10-15 kg quasiment facile, au final. Donc si tu veux, tu as de la marche lestée en fait, tu vois, tu pourrais faire une conversion. C'est vrai. Donc au final, tu t'y retrouves. Moi je sais que dans le cadre de mon activité, je marche pas mal. Quand je suis en sèche, je vais toujours marcher un peu en forêt autour de chez moi aussi, parce que déjà ça me fait du bien psychologiquement, et puis je me dis, ça fait cramer quelques calories, et je m'y retrouve comme ça, et puis j'évite de me remettre sur un vélo dans une salle ou quoi. Sauf à l'occasion, mais donc voilà, en tout cas il y a plusieurs techniques possibles comme dit Axel, et ça c'est très intéressant, c'est qu'on a une batterie d'outils entre l'entraînement, entre la nutrition, entre les phases de cardio et d'exercices extérieurs qui peuvent permettre d'utiliser aussi des calories, et que c'est trouver votre balance et l'utilisation de ces outils par rapport à votre cadre de vie pour que ce soit efficace pour vous. Bon, du coup on a pas mal dévié par rapport à l'alimentation de compétition, mais c'est intéressant parce qu'on on est parti un peu sur les satellites autour de la compétition, et du coup on a amené différents axes intéressants. Voilà, j'espère que ces différentes informations elles vous seront utiles, hein, je pense que oui. Vous êtes toujours preneurs d'informations et nous on est content de pouvoir les partager avec vous en tout cas. Un thème qui nous est très très cher et qu'on va aborder dans le prochain podcast, c'est l'aspect naturel dans le bodybuilding, et à savoir quelles sont justement l'évolution à laquelle on peut aspirer, quelles sont nos limites, et surtout comment gérer, on vient déjà de l'évoquer un petit peu ici, mais une compétition en étant naturelle, parce que
Axel comme moi, on a décidé en tout cas de ne pas passer par des anabolisants ou ne serait-ce que des trucs pour sécher, je sais même pas les noms, je sais pas, le clenbutérol et tout, c'est quoi comme genre de substance? C'est un nom spécial ça? Ah oui, c'est pas un anabolisant. Des augmentations du rythme cardiaque et tout. Oui, c'est pas un anabolisant proprement parlé, Non, mais ouais. c'est un truc, il te fait sécher, ouais. Je Non, crois que parce ça il bon, stimule la thyroïde, un truc voilà, comme ça. c'est ça, Ouais. les gens disent je prends pas d'anabo, mais par contre ils prennent ce genre de merde. Donc là, non. Ouais. Nous, tous les deux, on est dans une démarche totalement différente et justement, c'est intéressant de voir comment on peut essayer de survivre et de s'en sortir face à d'autres personnes qui ont forcément des aides chimiques et qui prennent une certaine longueur d'avance avec ça, on peut pas se le cacher, mais on a d'autres outils également pour pouvoir lutter face à ça. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas le petit commentaire, on se dit à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao.